Après la première rencontre et le premier dépôt, les dépôts suivants, la seconde et décisive étape, la deuxième plutôt et décisive étape, c'est la lecture. La plupart des déposants veulent que leur texte soit lu, et c'est bien sûr l'originalité et la force de l'engagement de l'APA de lire tous les textes qu'elle accueille, du moins presque tous. Avant de s'installer sur les étagères des locaux, de nos locaux d'archives, ces textes circulent, ils sont présentés, vous le savez, ils sont présentés dans les groupes de lecture, répartis, confiés à des lecteurs qui les lisent et en rendent compte dans leurs échos. D'abord auprès de leurs petits camarades du groupe lecture, et puis ensuite soumis à l'approbation des déposants. C'est un moment clé de l'échange. Nous, lecteurs, comprenons tous à quel point, même si le plus souvent les textes sont déposés à l'APA pour être lus, il n'est pas facile d'être confronté à la lecture d'un inconnu. Nous lisons en sympathie, c'est le mantra de la lecture à l'APA, mais cela ne suffit pas. Les déposants, eux, ne sont pas tenus de lire nos échos en sympathie. Et si, le plus souvent, ils répondent avec reconnaissance, de façon très touchante, à l'envoi de nos échos, il arrive aussi, parfois, qu'ils en contestent le contenu et l'impression de ne pas avoir été compris, ce qui entraîne des échanges qui peuvent être plus ou moins cordiaux. Au-delà des échos, il y a aussi les relations avec des chercheurs ou d'autres utilisateurs du fond de l'APA qui, eux, ont une autre position à l'égard des textes et ont davantage tendance à les interpréter, par exemple. Voilà, donc je vais vous demander de faire part de vos expériences. Et Raphaël, pouvez-vous nous faire part de vos réactions aux échos de lecture? Vous avez eu plusieurs lecteurs et aux échos de lecture que vous avez reçus. Eh bien, c'est toujours une grande surprise quand je reçois les échos de lecture, parce que j'écris au fil de la plume. C'est toujours, je suis en tension quand j'écris, soudain une envie d'écrire, soudain une idée, et ça parle de beaucoup de choses, de tout et de rien, et même d'autres choses encore. Et ça peut être parfois déconcertant à lire. Quand je me relis, je suis moi-même surpris parfois de ce que j'écris. Parfois, je ne suis pas très fier de moi non plus, mais ça permet de s'en libérer. Et donc, c'est toujours une grande surprise quand je reçois les échos de lecture, car c'est un œil neuf et non pris dans la tourmente des tourments de ma vie. Et surtout, tous les échos que j'ai lus, les 3 échos que j'ai eus jusqu'à présent, ont eu une lecture un peu littéraire, un peu comme un critique littéraire qui analyse un texte avec des arguments, avec une progression dans l'écriture. Et c'est très intéressant et ça permet de voir ces écrits d'un œil neuf. Et puis aussi, ces échos de lecture, ça apporte des idées nouvelles, hein, parce que c'est un œil différent qui s'est porté sur notre texte, et ça peut apporter de la matière à ce que l'on pense. Sinon, je dois dire que j'ai été très content de mes échanges avec les lecteurs des groupes de lecture. Ils ont un œil très bienveillant, et je vous remercie pour cela. Merci à vous. Et Annie, comment avez-vous réagi, vous, à la lecture par d'autres des textes que vous avez déposés, vous et éventuellement les autres autour de vous qui avez quelquefois participé au dépôt? Oui, alors donc, je disais que pour le premier document, donc envoyé l'autobiographie de mon père, donc ma mère et moi-même, nous avons été très impressionnés par l'écho de lecture donc de Jacqueline Brisson, parce que ça révélait vraiment une compréhension très profonde d'un texte dont même pour nous certains aspects n'étaient pas évidents. C'est-à-dire c'était très intéressant, mais ça fourmillait, c'était très composite comme style, et bon, tout ça avait été très bien compris, très bien analysé. Et donc, je peux dire que ce premier écho a mis la barre très haut. Mais je n'ai pas été déçue par la suite. Il y a certains échos qui m'ont plus particulièrement ému par leur sensibilité, leur finesse d'analyse.
mais tous m'ont paru intéressants. Et c'était l'œuvre effectivement de lecteurs attentifs qui avaient bien lu le texte, donc ce qui fait toujours plaisir, et puis pour qui la lecture en sympathie, c'est pas un vain mot, ça existe. Et puis comme j'ai déposé vraiment beaucoup de textes, j'ai eu des lecteurs différents et j'ai bien aimé découvrir des façons de rendre compte très diverses, alors qui révèlent aussi sur des textes, ce que je disais tout à l'heure, des choses qu'on n'avait pas forcément vues. Et puis, bon, la personnalité du lecteur se révèle, même si les principes de l'APA sont communs. Alors, tu parlais des autres personnes de l'entourage. Bon, c'est surtout vrai pour ma tante, donc, qui m'avait confié les lettres échangées par sa grand-mère et d'autres personnes de la famille à Paris pendant les bombardements de la guerre de 14-18. Bon, ma tante a été très émue aussi, m'a dit si on pouvait y croire, on se dirait que ces braves gens seraient bien contents de lire ça sur leurs écrits. Voilà. Alors, quand même, je dois dire que dans le dialogue avec le lecteur, il y a eu parfois des aspérités. Et j'ai pu constater que si le déposant s'attache à ses textes et les défend, le lecteur défend aussi très fermement sa lecture. Alors, quand j'ai signalé des erreurs factuelles, elles ont été corrigées sans problème. Mais lorsque j'essayais quand même de suggérer des changements de point de vue, souligner des éléments qui, à mon sens, étaient très importants et qui n'avaient pas été vus, le lecteur restait inflexible. Alors, une fois même, j'ai fait état de mes réserves et de ma déception. Alors, le groupe de lecture remobilisé a fait corps derrière son lecteur. Donc, je me suis inclinée. J'ai reconnu que mes prétentions de déposante avaient été excessives et qu'il ne faut pas mélanger les rôles. La loi est dure, mais c'est une très bonne loi. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans tous les cas, le dialogue est très important pour les déposants. Bon, c'est la valeur sûre de l'APA. Et moi, je me souviens de lettres d'accompagnement de l'EPO. En plus, parfois de l'EPO, il y avait des lettres d'accompagnement. Et ça m'a été très précieux. Sentir la présence personnelle d'un lecteur, c'est très réconfortant, surtout quand on transmet des textes qui ont pour nous une grande valeur affective. Merci Ali. Et ouf, parce que bon, je ne voudrais pas que vous croyiez que cette rencontre est une séance d'autocongratulation. Donc voilà, et j'espère que vous tous, quand vous réagirez après et que vous témoignerez, vous ferez état, parce que c'est très bien dans les groupes de lecture, et c'est ce qui en fait aussi l'intérêt, qu'on peut avoir certains désaccords avec les auteurs sur la teneur de l'écho. Je te passe la parole maintenant. Françoise, toi tu parles beaucoup dans l'ouvrage que j'ai mentionné, Cher APA, tu parles beaucoup des réactions à tes textes. Et je sais aussi que tu as fait l'expérience d'un autre retour qui ne venait pas de l'APA, sur l'un de tes textes, et j'aimerais bien que tu nous en parles pour élargir aussi un petit peu, parce que c'est très différent, bien entendu. Les lecteurs des groupes de lecture n'ont pas du tout le même point de vue que les chercheurs ou qui viennent consulter les archives. Oui, bah d'abord quand même je voudrais dire que j'étais très contente des échos en général, et les échos de mes deuxième et troisième récits, c'était aussi écrit par Jacqueline Brisson, et j'ai admiré son intelligence, sa capacité de synthèse, son sens de la psychologie, vraiment. Et les échos après ne m'ont pas déçu, et vraiment merci aux écotiers, aux écotières. C'est toujours pour moi une grande émotion de voir que mes textes ont été compris, même si quelquefois il y a des petits détails qui ont été oubliés, quelques erreurs que j'ai pu signaler qui ont été corrigées tout de suite sans problème. Alors concernant mes relations avec les chercheurs, enfin bon, je dois dire que la première fois
qu'une historienne a utilisé le fond, enfin quelques textes de Lapa pour écrire, pour faire une thèse sur l'histoire du flirt. D'ailleurs, ça m'avait beaucoup étonnée parce que moi, j'étais pas du tout flirteuse. Surtout à l'adolescence, c'était mes journaux, enfin mes textes sur mon adolescence. Mais j'avais été très flattée, je dois dire. C'est grâce à Fabienne Costa. Voilà, Le c'est ça. fleur. Bon, alors c'était d'abord pour sa thèse, mais en fait elle a publié un livre avant de faire sa thèse. Bon, on avait discuté, on était d'accord, tout. Et alors, justement, quand ce livre est paru, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé dans les médias et tout, elle me l'a envoyé. Et alors, je n'ai pas du tout aimé le portrait qu'elle faisait de moi. Parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de complexes, mais dans des différents textes, ces complexes étaient un peu dispersés. Et là, ils avaient rassemblé. C'est bien que j'étais une fille vraiment moche. Françoise, ton histoire avec la parole, l'histoire, elle est... je te cède la parole et puis moi je vais faire la femme sandwich. Hein. C'est Sherapa tome 1 et Sherapa tome 2. Voilà. Bon, le Sherapa tome 1, je l'ai déposé l'année dernière avec un très bon écho de Gérald Cahen, merci. Et là, j'ai apporté le Sherapa 2 qui est la suite. Pour le donner à Florian pour la part. Alors, moi aussi, je tiens un journal intime. Et j'ai déposé quelques journaux intimes de jeunesse que je jugeais intéressants pour montrer une certaine époque. Le journal de mes 16 ans, d'ailleurs, Michel m'a rappelé à midi qu'il a fait une exposition de journaux intimes d'adolescents et il y avait quelques pages effectivement de ce journal. Et puis, en vieillissant, dans mon ordinateur, parce que maintenant je fais sur ordinateur, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ce journal intime, le déposer à la part? Moi, je n'en ai pas vraiment envie parce que c'est trop gros. Journaux monstres, pas forcément tout est intéressant, etc. Je l'ai écrit pour moi, quoi. Mais j'ai beaucoup écrit sur l'autobiographie. Alors, j'ai pensé que je pouvais faire quelque chose à partir de mon journal intime. J'avais comme exemple le montage fait par Claude Mauriac dans Le Temps immobile. Il a donc pris des passages de ses journaux intimes pour en faire un livre. Et j'ai eu cette idée en prenant le thème de l'autobiographie, ce que j'écris sur l'autobiographie dans mes journaux. J'ai commencé par mes chers cahiers, encore un autre là, de 1959, mon premier journal, à 1995, date où année où j'ai connu Lapa, où je suis rentrée à Lapa. Et après, donc, j'ai continué avec Cher Lapa, mon itinéraire autobiographique avec Lapa. Et bon, c'est une expérience passionnante et peut-être on a parmi vous des diaristes qui tiennent leurs journaux intimes, qui participent à toutes les réunions de Lapa. Et vraiment, ce serait intéressant que ce travail soit fait aussi par d'autres. Voilà, alors vous voyez que Lapa m'a influencé effectivement dans mon écriture, pas seulement, enfin je vais quand même dire un mot, pas seulement pour ce travail, mais aussi j'ai pris conscience de l'aspect témoignage du fond de l'APA et du travail des chercheurs à partir de ce moment-là. Et j'ai déposé aussi d'autres textes.
les souvenirs d'enfance de mon père, qui était un petit paysan dans la région du Charolais. Alors je trouvais que c'était spécialement intéressant parce que c'est une autobiographie d'un paysan non intellectuel, un récit de voyage de mes parents et aussi le courrier de guerre de mes parents. Donc moi j'ai tout transcrit toute seule, c'était un travail énorme et j'ai déposé à la fin. Et puis j'aime les journaux intimes, j'aime les brocantes, les marchés aux puces. Et j'ai découvert, enfin j'ai acheté 3 journaux intimes, bon, 2 en allemand, je ne les ai pas donnés à la part naturellement, et un donc très bel agenda des magasins du Louvre datant de 1891, écrit par un étudiant en médecine à Nancy, et je l'ai transcrit et fait une enquête autour de lui. Et c'est passionnant aussi ce genre de travail. Donc, bon, il y a aussi beaucoup d'autres choses. N'a pas changé ma vie, par exemple, des activités. J'ai voulu faire des activités. Je suis, bon, habitant en Allemagne, c'était difficile pour moi d'entrer dans un groupe qui se trouve localisé en France, mais j'ai eu la chance de participer au groupe d'écriture sur mai 68 que Monique Boer a lancé et animé. Après, c'était une expérience formidable, il s'est créé des amitiés aussi formidables au sein de ce groupe. J'ai participé au groupe de relecture de 68. Je suis au conseil d'administration, enfin je me sens vraiment engagée et bien aussi dans ma part. Merci. Bon, pour finir, Michel, tes 30 ans là, de compagnonnage avec la part. On a encore un petit peu de temps quand même. Voilà. Non, parce que je voulais parler de l'interaction de l'APA dans la vie familiale. Et je me souviens d'un retour d'Assemblée générale parisienne où j'avais été élu président de l'APA. Parce qu'il en fallait un pour la sous-préfecture. Alors mon père, du haut de l'escalier, en Berrieux, et du haut de ses 70 ans, de cheminot retraité, de cafetier, m'a tendu des feuillets manuscrits et il m'a dit « Tu vois, j'ai plongé ». Effectivement, je parlais souvent des récits de vie de l'APA à la maison. Et il avait donc plongé dans l'écriture. Mais, comme il était tombé dans un bassin nourrissant ses truites à la campagne, au mois de mars, l'eau était à 14 degrés, le plongeon avait déclenché en lui l'envie d'écrire. Et comme il avait failli mourir, l'envie d'écrire toutes les fois où il avait failli mourir. Parce que son récit de vie était donc une succession de morts frôlées, à cause notamment de sa fascination pour les armes à feu lorsqu'il était enfant. Et naturellement, son récit a tourné court au bout de 30 pages, parce qu'il avait eu une vie aventureuse, il avait pris le maquis, mais enfin, bon, mais quand même, parfois, il vivait dangereusement. Alors donc, au bout de 30 pages, comme il dit, il a changé son fusil d'épaule, il était chasseur, et il a décidé de faire un grand récit chronologique. Alors, en cours d'écriture, il m'avait demandé de lui apporter un récit de vie tapuscrit de l'APA, pour voir comment c'était fait et comment faisaient les autres. Alors, je crois lui avoir montré, entre autres, un en-parent chronologique avec des entrées pour chaque jour de la semaine par page. C'était extrêmement structuré. Évidemment, il a fait un grand complexe à la vue de ses notes et, comme il l'a dit dans son texte, le sien ressemblerait plutôt à une salade de fruits avec la douceur de la banane, l'acidité de l'orange, etc. Donc son récit était tenu sous forme de journal avec des entrées matinales. Il a continué ainsi chaque matin à faire sa page, qu'il lisait à ma mère. Ma mère avait horreur qu'on lui parle le matin, il lui lisait quand même. Et elle protestait. Mais je vais te faire un procès, tu ne peux pas raconter tout de même notre nuit de noces. Et lui rétorquait, mais si, j'ai juré de dire la vérité. Il avait tout compris du message de Philippe. Il a répété cette anecdote, figurez-vous,
un jour sur un plateau de télévision régional, car grâce à l'APA, nous avons eu notre quart d'heure warolien, tous autant que nous étions, nous, sa famille, dans les gradins, et lui sur le podium, maquillé comme un petit marquis poudré, tout rose, avec ses cheveux blancs, puis nous, filmés de dessous dans les gradins et interviewés de dessous dans une lumière atroce. Et toutes mes amies m'ont dit tu fais beaucoup plus vieux que ton père. Merci l'APA. Alors, il a répété, figurez-vous, cette anecdote de tu vas pas raconter ça. Ah, mais si, j'ai juré de dire la vérité. Il l'a répété sur le plateau de Télé Lyon Métropole en levant la main droite, donnant ainsi la première illustration télévisée du pacte topographique. Il ne le savait pas, mais j'avais juré de dire la vérité. Ceci dit, cette nuit de noces, c'était bien anodin. Ils s'étaient échappés la nuit et ils avaient mis le pied, croyant sauter une clôture, dans la fosse à Purin. C'était une nuit de noces très parfumée. Voilà. C'était ça l'anecdote. Donc voilà. Et c'est Philippe. Alors j'ai déposé le tapuscrit à l'époque, le tapuscrit à l'APA. Et c'est qu'après la mort de mon père que je l'ai fait éditer, parce qu'il y avait des gens en cause dans l'entourage, certains d'ailleurs n'ont pas apprécié le tapuscrit. Oui, ça c'est les réactions de l'entourage aussi. Il disait par exemple d'un oncle, au lieu de mener la vie en quête du maquis, il avait choisi d'accepter le STO, le STO, et il en était revenu avec une provision de chemise neuve. Alors mon oncle, quand il a vu ça, il n'était pas content du tout. Et j'ai dû le supprimer, bien sûr, lorsque plus tard j'ai fait auto-éditer le texte. Et en tout cas, c'est Philippe, pour les échos de lecture, qui m'a fait le plaisir et l'honneur de rédiger l'écho dont mon père était très fier. Merci encore, Philippe, pour cet écho, que j'ai mis en 4e couverture, j'espère que je t'en ai prévenu, du texte du livre auto-édité. Alors, figurez-vous que ces histoires ont été auto-éditées, donc, et j'en présente des extraits sur des panneaux illustrés aux visiteurs de mon petit musée de la Vache, qui vient, et de ces bergers que j'ai créés à la campagne dans mon gîte rural. Alors, ce musée est une manière de rendre hommage à mon père, donc je montre le livre qu'il a écrit, j'explique l'APA, etc. Je vends l'APA et le livre de mon père. Et c'est une manière de lui rendre hommage s'il évoque la vie des bergers d'autrefois, dont certains qu'il a vu inhumés n'avaient pas de nom sur leur tombe. Mon père était un conteur de sa vie, mais il se souciait aussi des histoires des autres et de ses amis proches, tel son ami Marcel qui tentait de convaincre de raconter sa vie de jeune résistant saboteur. Pour le décider, j'invoque plusieurs raisons. Il lui fait sentir que tout ce que nous avons vécu sera définitivement oublié, perdu. Il n'y a pas de panthéon pour ça, mon vieux Marcel. Au train où nous allons, beaucoup de choses vont disparaître. Tu vois, Marcel, c'est pour cette raison que je veux garder nos histoires en mémoire. Alors, dans un article pour la faute à Rousseau, Trajectoire sociale, j'ai évoqué la figure de mon père. Et je voulais simplement vous dire qu'avoir accueilli l'APA au sein de ma bibliothèque est ma fierté professionnelle et que j'en suis très reconnaissant à Chantal Chavaria du Moulin et à Philippe Lejeune qui ont eu cette grande idée. Voilà. Donc vous me demandiez, Claudine, un rapide bilan de la présidence. Non, mais je ne vais pas le faire. Comme je vous ai déjà dit, la présidence, il fallait un président pour la sous-préfecture. Donc je m'étais dévoué, et puis peu en peu, collégialement, on a mis en place les structures actuelles de l'APA, que vous connaissez. On parlait ce matin d'un échafaudage, oui, de bricolage en échafaudage, on est arrivé à structurer des méthodes, des procédures, des processus qui maintenant marchent et qu'il faut revoir à la lumière du numérique, hein, évidemment. Et voilà le bilan. L'APA est bien structurée, elle a besoin évidemment de bonne volonté pour tourner, mais elle a la chance d'avoir un local encore, un secrétariat permanent. La collection est là, décrite, classée, consultable. Il y a encore
des milliers de textes en souffrance, ça c'est sûr. Et il y a encore, c'est inimaginable, des futurs déposants potentiels qui ne connaissent pas l'existence de lapin. Il faut donc faire un travail de communication, mais Florian le sait, la populariser à nouveau, braquer sur nous l'attention des médias, comme le fut autrefois. À cet égard, donc, le recrutement de notre archiviste d'exception est un acte décisif pour l'avenir de l'APA, sa pérennité. Et je vous remercie une fois encore d'applaudir notre incomparable Florian.